Mesdames et messieurs, il est 15 heures au Caire. C'est l'heure de la transmission en langue française et du journal sur la chaîne numéro 2 de la télévision égyptienne. J'aurai le plaisir d'être parmi vous. Et je commence tout de suite par les principaux titres. Après d'intenses préparatifs et plusieurs reports, le grand musée égyptien dédié à la civilisation pharaonique sera inauguré samedi dans le Fest au Caire. Israël rend à l'hôpital Nasser les corps de 30 Palestiniens en échange de 2 dépouilles d'otages israéliens restituées la veille par le Hamas. L'armée soudanaise cible des sites des forces de soutien rapide dans l'état de Kordofan qui témoigne d'une vague de déplacements accélérés. À la une de nos actualités, le grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmed Al-Tayyib, a adressé ses félicitations au président Abdel Fattah el-Sisi et au peuple égyptien à l'occasion de l'inauguration du grand musée égyptien. Dans son message, il a affirmé que le musée incarne la place exceptionnelle de l'Égypte dans l'histoire de la civilisation humaine, soulignant qu'elle demeure à travers les âges un phare du patrimoine, de la culture et de l'humanisme. Il a salué les efforts de l'État égyptien pour préserver son héritage culturel, renforcer l'appartenance nationale et transmettre aux jeunes générations le sens du beau et du raffinement artistique. Le grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmed Al-Tayyib, a également rappelé que la préservation des monuments et du patrimoine constitue, selon les principes de l'islam, un devoir religieux et humanitaire, car ces trésors témoignent de l'histoire et de la mémoire des nations. Le président de l'Organisme général de l'information, Dr Dia Rachwan, a annoncé que des centaines de chaînes de télévision, de réseaux et de plateformes médiatiques internationales diffuseront en direct l'ouverture du grand musée égyptien à des centaines de millions de personnes dans le monde entier. Ceux qui attendent avec impatience et cet événement culturel et touristique sans précédent seront présents. La cérémonie d'ouverture rassemblera un grand nombre de dirigeants mondiaux, de dignitaires et de personnalités du monde culturel et des médias. Dr Rachwan a ajouté que l'agence a accrédité 450 correspondants représentant 180 médias internationaux, dont des journalistes accrédités basés en Égypte et des visiteurs venus pour couvrir cette célébration historique pour le monde entier. Après d'intenses préparatifs et plusieurs reports, le grand musée égyptien dédié à la civilisation pharaonique sera inauguré samedi dans le Fest du Caire, un événement ultra médiatisé destiné à célébrer les réalisations du pouvoir et à stimuler le tourisme. Plus de détails dans ce commentaire. Le grand musée égyptien dédié à la civilisation pharaonique, 30 dynasties sur 5000 ans d'histoire avec une vue panoramique sur les pyramides de Giza, a coûté plus d'1 milliard de dollars et exigé 20 ans de travaux titanesques. 5 millions de visiteurs sont attendus chaque année dans le bâtiment contemporain réunissant des pièces de l'Antiquité égyptienne emblématiques et parfois jamais exposées. Environ 80 délégations officielles sont attendues pour la cérémonie d'inauguration, dont 40 dirigées par des rois, des princes, des chefs d'État ou de gouvernement, selon les affaires étrangères égyptiennes. En phase avec la communication verticale du pouvoir égyptien, les préparatifs se sont faits dans le plus grand secret et rien n'a filtré sur le programme de la soirée, ni même sur l'attraction phare du nouveau musée, le trésor de Toutankhamon, découvert en 1922 dans un tombeau inviolé de la vallée des rois en Haute-Égypte. Les visiteurs pourront notamment découvrir lors de l'ouverture publique mardi 4500 objets funéraires des 5000 jusqu'à là dispersés sur plusieurs sites du pays, parmi lesquels le musée égyptien de la place Tahrir bat à l'époque coloniale au centre du Caire. Après des années difficiles,
terminée par la pandémie mondiale de coronavirus en 2020, le tourisme égyptien, crucial pour l'économie du pays, reprend des couleurs. Les revenus ont représenté 14,4 milliards de dollars sur l'année fiscale 2023-2024, avec une augmentation de plus de 34,6%. Comparé à la période fiscale précédente, avec un nombre record de touristes depuis la pandémie. Le pays a accueilli 15 millions de visiteurs étrangers sur les 9 premiers mois de l'année 2025, soit une hausse de 21% par rapport à la même période sur l'année précédente, avec 12,5 milliards de dollars de revenus, une augmentation de 14,7% selon les chiffres officiels. Les autorités tablent sur 17,8 millions de touristes en 2025 et 18,6 millions en 2026 grâce au tourisme balnéaire et au tourisme culturel. Sur un autre plan, le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdel Ati, a eu 2 entretiens téléphoniques avec son homologue iranien Abbas Araghchi et le directeur général de l'Agence de l'énergie atomique, Raphaël Grossi. Ceci dans le cadre de la poursuite du renouvellement du dossier nucléaire iranien et le fait de soutien de la sécurité et de la stabilité dans la région afin de trouver des solutions pacifiques à ce dossier. Dr Abdel Ati a souligné l'importance de la poursuite du dialogue entre les deux parties et l'évolution de la coopération entre l'Iran et l'Agence de l'énergie atomique en marge de l'accord du 9 septembre. Ces appels interviennent dans le cadre des directives du président Abdel Fattah el-Sisi de maintenir des efforts afin d'apaiser la tension et la réalisation du calme dans la région du Moyen-Orient. Sur le terrain, 3 Palestiniens ont été tués lors d'un bombardement successif de l'armée de l'occupation israélienne sur des régions différentes de la bande de Gaza, dans une violation flagrante du cessez-le-feu en cours entre Israël et le mouvement Hamas. L'artillerie israélienne a bombardé d'une manière intensive les régions orientales de Khan Younis où de fortes explosions ont été entendues. Par ailleurs, l'armée israélienne poursuit ces violations ayant mené des raids et démantelé plusieurs maisons appartenant aux Palestiniens dans différentes régions à Gaza. Ceci intervient alors que des drones ont largué des bombes sur les maisons dans le quartier Al-Tufah à l'est de la ville de Gaza. L'artillerie de l'armée de l'occupation a mené un bombardement intensif sur les quartiers d'Al-Tujaïya et Tufah. Israël a rendu vendredi à l'hôpital Nasser les corps de 30 Palestiniens en échange de dépouilles d'otages israéliens restitués la veille par le mouvement palestinien Hamas. Au total, en échange de 15 dépouilles d'Israéliens, devant 125 dépouilles de Palestiniens ont été rendues. L'Office de secours de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, UNRWA, a affirmé qu'il continue de jouer son rôle humanitaire essentiel dans la bande de Gaza, malgré les défis et les conditions auxquelles est confrontée la population. L'UNRWA a déclaré que ces écoles dans la bande de Gaza continuent d'offrir un refuge aux familles déplacées, soulignant que ces équipes de travailleurs sociaux assurent la protection et le soutien psychosocial et aide les personnes touchées à reconstruire leur vie avec dignité. Elle a ajouté que plus de 12 000 de ses employés à Gaza continuent de travailler quotidiennement dans les domaines de l'éducation, des soins, de santé et de l'aide de base aux personnes déplacées. Passons du Gaza au Liban, où l'armée israélienne a mené hier une incursion meurtrière dans un village frontalier du sud du Liban, tuant un employé municipal. Israël a affirmé que son armée agissait contre le Hezbollah, ajoutant qu'une enquête avait été ouverte.
En vertu du cessez-le-feu ayant mis fin en novembre 2024 à la guerre entre le Hezbollah et Israël, ce dernier a retiré ses troupes du sud du Liban, mais continue d'occuper 5 points frontaliers en territoire libanais et de mener des frappes sur le pays. Le président Joseph Aoun a demandé à l'armée de faire face à toute incursion israélienne pour défendre le territoire libanais et la sécurité des citoyens. L'aviation israélienne a également mené hier des frappes sur 2 villages du sud du Liban, relativement éloignés de la frontière Al-Jarmak et Mahmoudiyya. L'armée israélienne a affirmé y avoir visé des infrastructures du Hezbollah. Toujours au Liban, le Premier ministre Salem Nawaf a assuré que son gouvernement travaille sérieusement pour mobiliser toutes les capacités politiques et diplomatiques afin de mettre fin aux violations israéliennes. Selon lui, Beyrouth œuvre pour un retour à l'accord de cessation des hostilités concernant la limitation des armes aux mains de l'État. Le Premier ministre a affirmé qu'il n'y aura aucun recul sur cette décision, soulignant que le Liban a pris des mesures sérieuses concernant les armes, dont les camps indiquant que plus de 20 camions d'armes lourdes ont été remis. En ce qui concerne le Soudan, des sources soudanaises ont déclaré que l'armée a ciblé des sites des forces de soutien rapide, FSR, dont l'État de Kordofan. Selon le réseau des médecins de Soudan, 4500 personnes se sont déplacées du nord de Kordofan à cause de la détérioration de la situation sécuritaire et des atrocités des forces des FSR. L'État de Kordofan témoigne d'une vague de déplacements accélérés en provenance de la localité de Bara en direction de la ville d'Al-Obaïd. Et en ce qui concerne notre rubrique économie, le président chinois Xi Jinping s'est entretenu vendredi avec le Premier ministre canadien Mark Carney, la première rencontre officielle entre dirigeants des deux pays depuis 2017. Cette rencontre en marge du sommet des dirigeants de la coopération économique pour l'Asie-Pacifique en Corée du Sud entre les dirigeants des deux pays aux relations tendues intervient à un moment où tous deux sont ciblés par les surtaxes douanières américaines. Un commentaire. Notre monde traverse l'un des bouleversements les plus profonds depuis la chute du mur de Berlin. C'est ce qu'a souligné le Premier ministre canadien Mark Carney devant un sommet parallèle des PDG de l'ALPEC à Gyeongju. Cet ancien monde d'expansion régulière du commerce et des investissements ouverts basé sur des règles, un monde sur lequel reposait une grande partie de la prospérité de nos nations, y compris celle du Canada, ce monde-là a disparu, a-t-il observé. Les relations entre Pékin et Ottawa ont connu un coup froid en 2018 après l'arrestation au Canada d'une responsable du groupe technologique chinois Huawei et la détention de 2 Canadiens par Pékin accusés d'espionnage. En juillet, Mark Carney a annoncé une surtaxe de 25% sur les importations de plusieurs catégories d'acier en Chine. Pékin a annoncé le mois suivant qu'il commencerait à imposer un droit de douane temporaire de 75,8% sur les importations de canola canadien oléagineux utilisés pour l'alimentation et le biocarburant. Mais Mark Carney pourrait à présent tenter un rapprochement avec Pékin pour contrer l'offensive douanière américaine qui menace son économie.
Xi Jinping et Donald Trump ont convenu jeudi à Busan d'abaisser certains droits de douane américains contre la Chine en échange d'une levée des restrictions sur les terres rares chinoises et d'une hausse des achats de soja américain. En marge de l'APEC, Xi Jinping devrait aussi rencontrer la toute nouvelle première ministre japonaise Sana Takahashi, la première femme à ce poste. Mesdames et messieurs, fin de notre journal. Je vous remercie pour votre attention et votre suivi.